Maintenant, je me permets encore, avant de commencer la séance, vous savez que ce club politique est organisé avec, en collaboration avec le Centre culturel ukrainien par le Forum européen pour l'Ukraine. S'il y a des gens qui souhaitent adhérer ou qui souhaitent renouveler votre inscription, donc vous venez me voir après la séance. Je n'ai pas pris les papiers qu'il faut aujourd'hui, mais je vous les forwarderai, voilà, si vous me les demandez. Merci beaucoup et donc la parole tout de suite à David Sutter. Okay. Je voudrais demander votre pardon à propos de l'utilisation d'anglais, mais il y a beaucoup de faits et pour ça, je crois vraiment il sera mieux pour préciser tout le détail si je peux vous adresser en anglais. Okay? Okay. I think many of you, in any case, speak English, and in any case, Galia will translate. I'm very glad to be here, and thank you. Thanks to all of you for coming. The subject that we are discussing, that we want to discuss, is very serious, and it's actually a subject that has not gotten the attention that it deserves. Almost 5 years ago, a passenger airline, Malaysian Airlines flight number 17, was shot out of the sky over eastern Ukraine. 298 people were killed. If you want me to yes. Not be 10 minutes. Non-stop. Okay. So I'm very good. Je suis très heureux d'être ici. Merci d'être venus aussi nombreux. Je voudrais m'excuser pour ne pas parler devant vous en français, je le maîtrise, mais c'est un sujet très sérieux et c'est un sujet qui demande beaucoup d'exactitude. Je vais commencer par énoncer quelque chose que vous connaissez tous, c'est qu'il y a 5 ans, l'avion de la ligne d'air malaisienne, Malaysian Airlines, le numéro 17, a été abattu au-dessus du Donbass. At first, the situation seemed to be very clear. War was going on in eastern Ukraine. Separatists were fighting against the regular Ukrainian army, which was becoming stronger with every day and pushing them back. And among the separatists were not only volunteers and unemployed people, but people who were genuinely mentally ill and who had been released from the prisons and who were totally unreliable in any military sense. Au début, les choses ont semblé assez claires parce que on savait que donc il y avait cette guerre dans le Donbass, la guerre qui se passait entre des volontaires parmi lesquels il y avait même des criminels qui ont été relâchés de prison, des gens vraiment malades mentaux, parmi d'autres. Et donc qui se battaient avec l'armée régulière ukrainienne. Pas avec, contre. Oui. Bon, si on se dit se battre avec, ça peut se dire. Okay. The progress of the Ukrainian army was impressive. It was important, and the character of the separatists made them the ideal scapegoats. It would be just as we see now that Chechens are very easy to blame. Well, the people who were fighting in eastern Ukraine were the ideal persons to accuse of shooting down the airline.
Et donc, vous avez pu voir que, comme c'était avec les Tchétchènes, il était très facile d'accuser les Tchétchènes de toutes sortes d'actes terroristes qu'ils les aient commis ou non. Et c'était pareil pour les séparatistes du Donbass, parce que parmi eux étaient toutes sortes de gens, et donc ça les faisait des boucs émissaires parfaits pour mettre la responsabilité de cet abattage d'avion sur leur dos. And at first, in fact, the explanation that the Malaysian airliner had been shot down by the separatists was widely accepted. I believed it myself. I assumed that the Russian forces had transferred the Buk anti-aircraft installation to the separatists, that the separatists used it with criminal irresponsibility, had no idea what they were shooting at, and ended up destroying a civilian airliner. Au début, c'était très facile de croire que c'était les séparatistes. Et à vrai dire, je le croyais moi-même. Donc, on imaginait qu'ils ont eu à leur disposition des installations, des lance-missiles, et qu'ils ont tiré avec irresponsabilité sans savoir trop qu'est-ce qu'il abattait. C'est comme ça que, par erreur, ils ont abattu cet avion de ligne malaisien. As the months passed, I began to think that this was just a cover story. And that cover story began to unravel. But even if it had been true, placing a powerful anti-aircraft system in eastern Ukraine, in a war zone, directly in under an international air corridor that was transited by 400 civilian planes a day was, under any circumstances, a great crime. Mais des mois passaient et j'ai commencé à avoir de plus en plus de doutes, et j'ai commencé à penser que cette version que je viens de vous exposer n'a été qu'une sorte de couverture. Et maintenant, imaginez même que cela était vrai. Alors la question se pose quand même, comment c'était possible que les Russes ont donné une installation de défense antiaérienne extrêmement puissante, qu'ils l'ont mis entre les mains de gens qui n'étaient absolument pas qualifiés pour l'utiliser. Et au-dessus d'un sous un couloir aérien très fréquenté. Voilà, et au-dessus d'un couloir aérien international très fréquenté où passaient tous les jours 420 avions de ligne. But in fact, the evidence began to become overwhelming that the separatists did not have the ability to use a Buk, which takes, according to some estimates, as much as 5 years of training. And beyond that the Russian authorities would have, under no circumstances, given control over such a powerful system to people who were untrained, unregulated, and not under their control. Et donc, pendant des mois qui ont suivi, peu à peu, on a eu suffisamment de preuves qu'en aucun cas, ça ne pouvait être ces séparatistes pro-russes. Pourquoi? Tout simplement parce que la maîtrise de ces installations demande 5 ans d'entraînement et en aucun cas, les Russes n'auraient donné en quelque sorte le contrôle de ces systèmes de feu extrêmement puissants à des séparatistes qui étaient un ramassis de gens très différents et qui, de toute façon, ne pouvaient être entièrement contrôlés. In a certain and very important respect, the Russians, I believe, miscalculated.
they did not fully understand the revolution that has taken place in the social media and the extent to which everything that is happening in the world is being photographed on cell phones and being transmitted through the social media. Je crois que les Russes, tout simplement, n'ont pas pris en compte suffisamment la révolution numérique qui s'est produite dans le monde, où maintenant tout le monde possède des smartphones et qui peut photographier n'importe quelle chose qui se passe n'importe où et le diffuser à travers les réseaux sociaux. This is what began to happen, and the organization Bellingcat, which has become famous for its skill in using open source material to conduct investigations and to analyze the material in the internet, began to scour Facebook, Twitter, the Russian social media, and slowly they put together the route of the book as it left its base in the city of Kursk, made its way to the Russian-Ukrainian border, and then was crossed the border into the separatist-held areas of Ukraine. Et donc, peu à peu, l'organisation internationale Bellingcat, qui est célèbre pour l'analyse des sources publiques, des sources ouvertes, a pu rassembler assez de matière dans les réseaux sociaux pour tracer très exactement toute la route de ce lance-missile, Buk, depuis la ville de Kursk jusqu'à la frontière de Donbass et ensuite dans le Donbass. Donc tout l'itinéraire, peu à peu, fut établi avec précision. The investigation lasted for 6 months, during which time Bellingcat collected hundreds of videos which showed the Buk being moved into Ukraine and into the position from which the fatal shot which destroyed the Malaysian Boeing was shot. Donc Bellingcat a mené son enquête pendant 6 mois en analysant littéralement des centaines et des centaines de vidéos et de photos pour établir tout le trajet de ce Buk et comment il a été installé à l'endroit où il a été installé pour tirer donc ce coup de feu fatal. The investigation that they conducted was extremely important because it established that in fact the Buk originated from an anti-aircraft unit in Russia, the 53rd anti-aircraft unit, which is based in Kursk, that it had a Russian crew, and with the help of monitoring of audio of conversations between the crew members, it was established that not only was the Buk anti-aircraft missile delivered, but it was delivered with a crew, a trained Russian crew, and that the missile the control over the missile never changed hands. Et donc Bellingcat a fait un travail énorme et il a pu établir non seulement à travers les vidéos mais aussi à travers les enregistrements audio que donc ce Buk faisait partie, cette installation faisait partie de la 53e unité de défense antiaérienne qui était basée à Kursk, qui avait donc bien sûr une équipe russe pour servir cette installation et que cette équipe n'a jamais quitté Buk, c'est-à-dire elle a accompagné en Ukraine dans le Donbass et c'est cette équipe russe qui a tiré donc ce missile fatal qui a battu l'avion malaisien.
the majority of the victims who died when the Malaysian airliner was destroyed were citizens of the Netherlands and Australia. The Netherlands and Australia have now confirmed that they accept the findings of Bellingcat, that in fact the book originated with the 53rd Anti-Aircraft Brigade in Kursk and was under Russian control. Comme vous savez, la majorité des passagers de cet avion étaient néerlandais et australiens, et aujourd'hui, aussi bien les Pays-Bas que l'Australie sont d'accord avec l'enquête, les résultats de l'enquête de Bellingcat, comme quoi c'était en effet l'unité numéro 53 de la défense antiaérienne russe et que c'est les gens de cette unité qui ont tiré sur l'avion. The book was transported along a circuitous route through eastern Ukraine before finally stopping at a point about 20 minutes away from the elevation from which the shot was fired. They waited at that point for 5 hours and then traveled to the point from which the missile was launched, but they waited at the firing point also for a certain period of time. Everything suggests that they were waiting for a specific target. Ce qui est très intéressant, c'est que ils ont fait tout ce trajet sur des routes sécurisées. Ils sont arrivés très près d'une colline depuis laquelle ils ont finalement tiré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont attendu en bas pendant 5 heures. Et ensuite, une fois qu'ils ont remonté la pente, ils ont encore longtemps attendu, ce qui veut dire qu'ils ne voulaient pas tirer sur n'importe quel avion. Ils attendaient apparemment un avion spécifique. What's even more important is that the point at which from which the missile was fired was east of Donetsk, but the fighting and the use of Ukrainian aviation was all going on west of Donetsk. In fact, there was no fighting in that area at the time that the missile was launched. Un autre fait très intéressant, c'est que le point d'où le missile a été tiré se trouve à l'est de Donetsk, alors que les combats entre l'armée régulière ukrainienne et les séparatistes avaient lieu, faisaient rage même, à l'ouest de Donetsk. Mais dans la zone d'où le missile a été tiré, il n'y avait pas d'opération militaire. And equally important, Ukrainian air traffic control established that there were only 4 airplanes within range of the Buk missile launcher at the time the missile was launched, and all 4 of those airplanes were passenger planes. En fait, l'analyse des contrôleurs aériens a pu, ukrainiens je suppose, a pu établir que il y avait exactement 4 avions qui pouvaient être pendant cette période où le Buk était stationné là où il a été stationné, qui pouvaient être atteints par ce Buk, par ce missile. Mais tous ces 4 avions ont été des avions civils, sans exception. C'est encore mieux.
equally important, it's simply not possible to confuse a Boeing 777 with the Ukrainian fighter plane. The Ukrainian fighter plane was a Sukhoi 25. Sukhoi 25. Sukhoi 25 is a small plane which has one source of heat in the rear of the plane. A Boeing 777 is a huge plane. It has two engines, one on each wing. Now, Okay, thank you. okay. Encore un fait important, c'est que l'avion malaisien, c'était un Boeing 777. 777? 777. Yes. Et c'est un énorme appareil, alors que les avions militaires ukrainiens, les avions de combat, étaient des avions Sukhoi 25, Su-25, qui sont beaucoup plus petits et donc qui ont, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Un seul réacteur. Un seul réacteur en arrière, alors que Boeing en a deux en arrière et devant. Non, deux sur chaque aile, un sur chaque aile. Ok. C'est pas mon fort, la technique. When I spoke about this with the Ukrainian journalists, I said confusing a Boeing and a Sukhoi 25, it's like confusing a Zhiguli and a Kamaz. It's simply not possible. It's also important that the Buk is an entire system, and the launch system has an infrared camera. And that infrared camera can give a heat profile, a heat silhouette of the target. Vous savez, en fait, j'ai parlé avec des spécialistes et il paraît que confondre un Boeing 777 avec un Sukhoi, c'est comme confondre un énorme camion avec une petite Zhiguli. Ce qui est aussi important, c'est que Buk, c'est un système de lancement de missiles très performant qui possède un caméra infrarouge et qui capte les sources de chaleur sur l'avion. Donc on pouvait, rien que par cette configuration, comprendre de quel type d'avion il s'agissait dans ce cas précis. In addition, a trained officer working on an anti-aircraft unit like the Buk can determine the nature of the airplane in the sky visually, if the weather allows, and if the weather doesn't allow, he can determine it by the sound of the plane. At the same time, Russian air traffic control would have been fully aware of what was in the sky over eastern Ukraine and was in a position to communicate with the office, both civilian and military air traffic control, would have been in a position to communicate with the crew of the Buk. Qui plus est, les contrôleurs russes, les contrôleurs aériens russes étaient pouvaient visuellement même distinguer, faire la différence entre un Sukhoi et donc un Boeing, et si le temps ne le permettait pas, ils pouvaient entendre la différence dans le son qui parvenait, et à tout moment, les contrôleurs aériens russes étaient aussi, ou pouvaient être en contact avec cette batterie donc, de lance-missiles. During the years when the Soviet Union existed and Ukraine and Russia were part of one country, everyone studied the same maps in the same air academies, and those maps clearly show all of the passenger air
corridors. Those corridors were known to the Ukrainian and anti-aircraft officers. They were known to Ukrainian pilots. They were known to Russian anti-aircraft officers and to Russian pilots. There could have been no mistake about where they were located. Et il faut dire encore une chose, c'est qu'à l'époque soviétique, quand l'Ukraine et la Russie faisaient partie du même État, de l'Union soviétique, les pilotes, les contrôleurs aériens, etc., ont étudié dans les mêmes académies, dans les mêmes écoles militaires, et ils étudiaient les mêmes cartes, c'est-à-dire ils savaient parfaitement où étaient tracés les couloirs aériens. Les Ukrainiens le savaient et les Russes le savaient. Many people have said, or many people have argued, that the Buk was brought into eastern Ukraine in order to protect the separatist forces from the Ukrainian Air Force. Beaucoup de gens affirmaient que ces installations ont été amenées en Ukraine afin de protéger les séparatistes contre les attaques aériennes d'avions militaires ukrainiens. But as soon as the shot was fired that destroyed the Malaysian airliner, the crew that was manning the Buk removed the Buk from the site from which they fired and pursued again a circuitous route, but they left the territory of Ukraine and crossed the border into Russia. The Buk arrived, fired one shot, and then left. And there was no further effort to use the Buk to protect to protect against Ukrainian fighter planes. Encore une chose très importante, c'est que donc il y avait l'idée que peut-être le Buk a été amené sur le territoire ukrainien pour protéger les séparatistes. Mais en fait, il a été amené, il a fait un tir et l'équipage, ensemble avec cette installation, se sont immédiatement barrés et sont retournés en Russie. Donc, il est impossible de dire que ça a été amené pour protéger les troupes séparatistes. Ça a été amené avec un autre objectif. The only question that remains is it really possible that the Russian leadership is so depraved and so criminal that they would deliberately target a civilian plane and shoot it down, knowing that that the passengers were completely uninvolved in the conflict and completely innocent of any connection in any way to what was happening. Alors la question qui reste, c'est est-ce que la direction russe a été tellement amorale et immorale pour abattre délibérément un avion de ligne avec des civils à bord qui n'avaient strictement rien à voir avec tout ce conflit et qui étaient des victimes totalement innocentes. A year ago, I was contacted by Jerry Skinner. Jerry Skinner is a well-known aviation lawyer who defended or negotiated on behalf of the relatives of the victims of the Pan Am airliner that was shot down over Lockerbie, Scotland. He negotiated with the Libyans, and he has been retained by the family members of the passengers who were killed to file suit against Russia and against Putin personally. Il y a un an à peu près, j'ai été contacté,
comment il s'appelle? Jerry Skinner. Par Monsieur Jerry Skinner. Jerry Skinner, qui était, il est toujours un avocat qui a défendu les victimes. Vous vous souvenez de cette histoire, quand il y avait un avion Paname qui a été abattu par le régime libyen. Donc il a négocié pour avoir des compensations du gouvernement libyen pour cet avion abattu au-dessus de Lockerbie. Et là, les familles des victimes se sont adressées à cet avocat pour qu'il fasse un procès, une procédure contre la Russie. Et Poutine personnellement. The case has been filed in the European Court of Human Rights, and I was asked to testify in this case to the question of whether Russia and the Putin regime are capable of committing such a crime. Et donc, la plainte a été déposée à la Cour de la Haye. Oui, European Court. Ah. No, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Yeah. Et moi, j'ai été donc convoquée en tant qu'expert pour répondre à l'unique question: est-ce que le gouvernement russe, le régime de Poutine, est capable d'abattre un avion civil de cette façon? To answer this question, I have tried to, in my testimony before the court, to describe the history of provocations and deliberate murder that has characterized not just the Putin regime, but also the regime of Yeltsin. Et alors, pour répondre à cette question, j'ai dû remonter un peu le temps pour parler d'autres crimes qui ont été commis par non seulement le régime de Poutine, mais aussi le régime d'Eltsine, l'histoire, disons, des meurtres complètement délibérés. Now, I have talked about this history in my books, including my most recent book, The Less You Know, The Better You Sleep, which exists in Ukrainian and also in Russian. But I won't go into a detailed description of these crimes now, but in our discussion, I'll be happy to answer your questions. But everything began, I think, in 1993 with the massacre at the Ostankino television tower, which was organized by Yeltsin and facilitated the abolition of the Russian parliament. Je ne vais pas vous donner les détails. Si vous avez des questions, je vais bien sûr répondre donc sur des épisodes concrets, mais c'est consigné donc dans ces deux livres. Et je pense que ces agissements, on peut dire criminels, du régime russe post-soviétique ont commencé en 1993 avec l'attaque contre donc les insurgés dans la tour de télévision Ostankino, donc ça a été réprimé avec une très grande cruauté. Et qu'est-ce que vous avez dit? C'était en 1993. Oui. Sous Yeltsin. Oui, mais ça j'ai dit, oui. C'est l'abolition de le Parlement. Voilà, et ça s'est terminé, donc, comme vous savez, par la dissolution du Parlement qui a été quand même démocratiquement élu. But the most important provocation was the 1999 apartment bombings in Moscow, Winogorsk, and Volgodonsk. The evidence is overwhelming
that these bombings, which were blamed on the Chechens and were used to justify the Second Chechen War, were carried out not by Chechens, but by the FSB. Mais probablement le crime le plus célèbre, si l'on peut dire, ce sont des explosions des immeubles à Moscou, à Volgodonsk et à Buynaksk en 1999, très peu de temps quand Poutine a été encore Premier ministre, pas président. On a accusé de ces explosions les Tchétchènes, mais il y a des preuves absolument sûres que, en fait, ce n'était pas du tout les Tchétchènes, mais le FSB qui était derrière ces explosions. There were other provocations, including the Moscow theater siege and the Beslan school massacre, in which there's clear evidence that the FSB was directly involved. And it's also extremely important to bear in mind that the decision to attack the school in Beslan and to attack the school with flamethrowers and grenade launchers could only have been taken in the Russian system by Putin personally. And it resulted in hundreds of people and hundreds of children being burned alive. Il faut aussi ce dotage très célèbre en 2002 et en 2004. Donc c'est théâtre à Moscou, Dubrovka. Et en 2004, c'est une école en Ossétie du Nord, Beslan, où il y a de très fortes présomptions de l'implication de FSB, que c'était une provocation organisée en partie, en tout cas par le FSB. Et il faut se souvenir que en 2004, à Beslan, c'était, comme vous vous souvenez, la prise d'otage dans une école où il y avait presque 1200 personnes, dont la majorité d'enfants. Et les attaquants, quand ils sont passés à l'attaque, utilisaient le matériel extrêmement dangereux et nocif, comme des lance-flammes, ce qui a provoqué donc un incendie dans lequel des centaines d'enfants ont brûlé vifs. Et le système russe est tel que cet ordre ne pourrait être que donné par voilà. Et en effet, voilà, comme dit Jacques, l'utilisation de telles armes l'autorisation ne pouvait venir que de Poutine en personne. And in fact, the invasion of eastern Ukraine can also be understood as a terrorist act because in fact there was no possible justification for it, and the explanation that the Russians were supporting and the separatists were fighting for the rights of Russian speakers is simply absurd. It has no basis in reality. The destruction of the Malaysian airliner was simply one part of the overall terrorist action. But of course the victims in this case were air passengers and they were foreigners. En fait, on peut considérer toute l'action russe en Ukraine orientale comme un acte terroriste parce que la défense de la population russophone du Donbass est un prétexte tout simplement absurde. Et l'abattage de cet avion de Malaysian Airlines fait partie de cette grande opération terroriste, sauf que là, les victimes, ce n'étaient pas les Ukrainiens, mais les passagers de cet avion malaisien. So in the end, what is the explanation for everything that we have seen? How is it possible that a civilized country, or a country which claims to be civilized,
is able to engage in such a manner. And I think that ultimately the explanation lies in the legacy of communism and the extent to which communism destroyed really the individual conscience of people and replaced it with a readiness to justify any actions in light of the prerogatives of the state. Je pense qu'il faut chercher l'explication de ces comportements dans une sorte de mentalité communiste, soviétique, où tout simplement la vie d'un individu ne valait rien par rapport aux intérêts de l'État. Et donc, si l'État considérait que cette chose était nécessaire ou utile à ses objectifs, il n'y avait aucune restriction morale. And this tendency and this mentality, of course, provides cover for any crime, because if we start to argue that what matters is not the rights of the individual and not a universal standard of right and wrong, but only the interests of the state, then any crime can be justified. And especially, bearing in mind that the people who came to power in Russia came to power from the criminal world, this is an extremely convenient way for them to justify and rationalize their own power and their own abuse of their own citizens. Il faut dire que donc c'est une mentalité qui ne suppose pas l'existence de remords, de conscience, etc. D'autant plus qu'il y a aussi pas mal de gens dans la direction russe et dans les hauts échelons du pouvoir russe qui sont tout simplement issus d'un monde criminel. I think that now, c'est presque tout que j'ai voulu dire, et je crois que peut-être maintenant nous pouvons répondre à votre question. Bon, ça est dit en français, donc je n'ai pas besoin de traduire. Simplement, si vous me permettez, je veux poser la première question et ensuite on passe la parole à la salle. Et donc ma question, c'est pourquoi l'avion malaisien? Parce qu'il y avait plusieurs idées. J'ai même entendu que, par exemple, il devait y avoir un avion d'aéroflotte qui passait par là, oui, et qu'il voulait abattre un avion d'aéroflotte pour déclencher ensuite une offensive plus importante, pour avoir un prétexte pour cette offensive. Donc, est-ce qu'il y a, de votre point de vue, une explication à cela? Ok. Cette version a été posée par quelques gens en Ukraine et il est possible, il est vraiment possible parce qu'il est très difficile d'imaginer pourquoi un avion malaisien, mais il est possible, nous avons l'expérience avec les provocations contre leur propre peuple. Mais les coordonnées des avions pour abattre l'avion russe étaient un peu... ce n'est le plus logique si vous considérez les coordonnées. Même il est logique seulement
du point de vue de la logique de psychologie russe. Mais il est possible parce qu'il était possible que il est très difficile de croire qu'il peut identifier un Boeing comme un avion ukrainien, mais il est vraiment possible de confuser le Boeing et abattre un Boeing quand l'intention était d'abattre l'autre. But for the moment, the coordinates, the coordinates of the Russian plane are a little bit distant from where the Buk installation was based. And for that reason, it really does somehow look like they were trying to destroy the Malaysian airliner. Now, Andrei Ilarionov, he has argued that in fact it was deliberate because they didn't want to destroy an American, French, or German plane, and the only planes left were Malaysian, Dutch, or planes that originated in Amsterdam. This is speculation. We don't know, but the possibility that they intended to destroy the Russian Aeroflot plane that was flying from Moscow to Larnaca, that's a real possibility, and it requires further investigation. It cannot be dismissed. Donc je traduis, je résume. Le tracé de l'avion de ligne russe qui devait aller vers Larnaca, à Chypre, n'était pas tout à fait dans la ligne de mire de ce Buk. Mais c'est quand même possible qu'il y avait une erreur. Donc c'est une version qu'on ne peut pas exclure. Mais je voudrais alors peut-être poser une deuxième question. C'est que la finalité n'est pas la même, parce que quand c'est l'avion malaisien, c'était ce que vous dites pour essayer d'arrêter l'action de l'armée ukrainienne et donc de ne pas permettre à cette armée de vaincre les séparatistes. Mais si on prend l'idée que l'avion pouvait être russe, c'était plutôt pour justifier une vraie invasion de l'Ukraine. Yes, definitely, absolutely. And after the once it was, if the intention was to justify an invasion, then the destruction of a Russian plane would have been the perfect pretext. They could have accused the Ukrainians of attacking the Russians, innocent Russian civilians, exactly in the same way that they accused the Chechens of attacking innocent Russians in 1999 and used that to start a new war. However, if the intention was to destroy a Russian plane and they destroyed a Malaysian plane by mistake, they no longer had a basis for an invasion. But they still had a basis for arguing that the situation was out of control and there had to be a ceasefire. De toute façon, ils ont tout de suite accusé les Ukrainiens. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'il dit en deux mots, c'est que, bien sûr, si l'objectif était l'abattage d'un avion de ligne russe, ça aurait donné un prétexte pour une invasion de l'Ukraine. Il n'avait plus ce prétexte avec l'abattage de l'avion malaisien, mais c'était ce qui a produit donc ce cessez-le-feu et arrêté l'offensive ukrainienne. Donc de toute façon, que ce soit l'une version ou l'autre, c'était en fait profitable pour les Russes.
Bon, à vos questions. Je voudrais savoir où en est l'instruction du procès devant la Cour européenne des droits de l'homme. Comment les juges en particulier ont reçu ton témoignage. Et même chose pour les pays intéressés, l'Australie et la Hollande, les Pays-Bas. The case that's been filed in the European Court of Human Rights is separate from the investigation that's being carried out by the Joint Investigative Task Force, which is being run by the Netherlands because the Netherlands had the greatest number of victims. Yes. La plainte à la Cour des droits de l'homme internationale est différente de l'enquête sur l'abattage de l'avion qui est menée par le groupe de tous les pays intéressés, c'est-à-dire ceux dont les passagers et l'équipage étaient dedans, et où c'est les Pays-Bas qui président ce groupe, tout simplement parce qu'il y a le plus grand nombre de victimes. But the case is moving very slowly. In fact, everything that involves the European Court of Human Rights is very laborious and takes a long time. So right now I cannot say that there is any progress because we have filed our statements and the case is now underway. But so far, nothing to report. Mais donc, vous savez que pour la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure est toujours extrêmement laborieuse et lente. Et à l'heure qu'il est, nous avons déposé nos témoignages, mais moi, je ne vois pas qu'il y a eu un progrès quelconque, et donc ça peut durer encore longtemps. And in fact, this is very tragic because the families of the victims have been waiting for 5 years for some type of justice. And first they waited for the official investigation, and now they've taken it upon themselves to file their own lawsuit against Russia and against Putin. Et en fait, c'est tragique pour les familles des victimes parce que il y a 5 ans que ça dure. Et il n'y a toujours pas de résultat, de sorte que maintenant, des familles individuelles, beaucoup ont commencé leur propre procès contre l'État russe et contre Poutine. Si je peux compléter ma question, Oui. Il y a un mystère pour moi, c'est l'opinion publique néerlandaise, qui paraît assez indifférente à cette affaire, au point d'avoir voté un référendum qui était très largement sponsorisé par les Russes contre l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. It's absolutely fantastic for me, absolutely unbelievable, but I don't understand why people don't realize that this is vital for, not just for Ukraine or for other countries, it's vital for themselves, because anyone can fall victim. If they're ready to shoot deliberately, and all the evidence suggests to me, as I've just pointed out in my talk, that this was not an accident, that it was done deliberately, it was a deliberate decision. And it doesn't matter if it was a Malaysian airliner or a Russian airliner that they were aiming at. They were all evidence suggests they were trying to destroy a civilian airliner with hundreds of innocent people on board in order to advance their political purposes, which means in the end to advance the hold on power of a tiny group of corrupt criminals. Cette réaction des citoyens des Pays-Bas, pour moi, est incompréhensible parce que, en fait, ça peut se produire avec n'importe qui. Donc, je ne comprends pas ce manque de
solidarité avec les victimes. Et c'est très très important de comprendre que là, il s'agit d'un crime qui a été perpétré, non pas, c'était pas un accident, c'était un crime délibéré, que ce fut l'avion malaisien ou ça aurait pu être un avion russe. De toute façon, c'était un crime contre la population civile, des gens totalement innocents, organisé par donc la direction de ce pays, qui est tout simplement un groupe de criminels corrompus. There was no knowledge that they raised the ceiling that was allowable for flights because they had no knowledge that the Russians were going to bring in an anti-aircraft installation that was capable of shooting down a plane that was flying at 32,000 feet. Now, this is important. The Ukrainian Air Force, the Sukhoi 25 plane, was effective because it was providing air support for the Ukrainian army. The separatists did not have their own air force. And so therefore, the separatists were wanted to do everything possible to destroy the Ukrainian fighter planes. And they were doing so. They were they were shooting down Sukhoi 25 planes and Antonov troop carriers, but they were doing it with handheld anti-aircraft missiles, so-called manpads. Then I'll explain the rest. J'espère pouvoir tenir peut-être pas. En fait, ils ont élevé la hauteur des vols, c'est-à-dire l'altitude de vol. Voilà, l'altitude de vol. Et on ne savait pas que les séparatistes possédaient des engins, des installations de missiles capables d'abattre un avion. L'avion malaisien a été abattu à la hauteur de 32 000 pieds, ce qui est quoi, plus de 10 000 kilomètres. 10 kilomètres. Voilà, donc simplement les séparatistes n'avaient pas de missiles. Ils ont abattu un certain nombre d'avions militaires ukrainiens, comme Sukhoi, ou comme les avions de transport de groupe, Antonov, mais qui volaient à une altitude inférieure, et ils les abattaient avec l'équivalent russe des Stinger, c'est-à-dire c'était des trucs quelque chose comme ça, voilà, beaucoup plus manuel et léger. But in fact, in order to shoot down a Ukrainian fighter plane, the Buk is not the best weapon, because the Buk is for shooting down planes that are flying at very high altitudes, and at a high altitude, a Ukrainian fighter plane cannot fulfill its function, which is to provide air cover for ground troops. In order to provide air cover for ground troops, the Sukhoi 25 has to fly low, and in flying low, it can be shot down by the so-called manpads or other anti-aircraft missiles, but not by a Buk, which is going to which shoots targets which are much higher. The only thing a Buk can do is shoot down a passenger plane. En fait, c'est très simple à comprendre. Les Buk sont opérationnels pour abattre des avions qui volent à une très grande altitude, alors que les avions militaires ukrainiens
qui était censé créer une couverture pour les troupes au sol, il volait à une altitude beaucoup plus basse. Et à cette altitude-là, on ne le fait pas avec les boucs. Bouc n'est pas destiné donc à remplir un tel objectif. Bouc, par contre, était parfait pour abattre un avion civil à une très haute altitude. Vous vous souvenez que les, je ne sais pas comment on dit, les restes de l'avion, il n'a pas été possible pour les Occidentaux d'obtenir l'accès pour étudier avant un certain délai. Est-ce que ça a appris quelque chose sur est-ce que ça rentre dans tout ce qui est analysé ou expertisé pour l'origine de l'abattage? No, not too well. Ok. La question était, on n'a pas eu tout de suite accès au reste de l'avion, aux débris de l'avion. Est-ce que ça avait un sens de les cacher et qu'est-ce qu'on a appris quand on a finalement eu accès? I don't know about that. The fact that so many people began looting and stealing from the remains of those who were killed and carrying away pieces of the plane is an indication that this could not have been an action that was coordinated and organized by the separatists. Their reaction was too chaotic, and but the Netherlands finally was able to collect enough of the remains of the plane to reconstruct the plane and to reconstruct how it was destroyed. En fait, les débris ont été pillés au début et c'est une preuve en plus que ce n'était pas les séparatistes, parce que si c'était les séparatistes, ils auraient probablement protégé les restes de l'avion. Mais le gouvernement des Pays-Bas, le groupe qui mène l'enquête, a pu finalement collecter suffisamment de débris pour pouvoir reconstituer comment exactement, à quel endroit de l'avion, etc., quel était l'impact, où et comment ça a tiré. Monsieur. I have a couple of questions. Sure. In English, if you Yeah, of course, please. First one is why Court of Human Rights dealing with it? Not criminal or anti-terrorist court. Court of Human Rights. I just think it's feeble, let's say. Voilà, la question, pourquoi c'est la Cour des droits de l'homme qui s'en occupe, parce que si c'est un acte criminel, ça aurait dû être une instance peut-être plus costaud, si l'on peut dire. You know, to answer this question, we should really have Jerry Skinner here, but I believe it's because the victims were deprived of their right to life. Moi, je n'aurais pas j'aurais pas tellement prêté l'attention à ce que disaient ces gens entre eux. Ils pouvaient être eux-mêmes désinformés. Puis, il y a aussi l'enregistrement où l'un des séparatistes, l'un des chefs séparatistes dit « Ah, on aura bientôt des boucs ». Mais je vous demande, le bouc est une installation hautement sophistiquée. Il faut avoir des années d'entraînement pour pouvoir s'en servir. Et donc, il se peut que même cette promesse a été faite pour créer, comment dirais-je, une sorte de mise en scène, comme quoi, oui, les séparatistes, ils avaient un bouc et ils l'ont utilisé par erreur, etc., etc. Mais en fait, ils n'ont jamais eu de bouc et ils ne l'ont jamais utilisé eux-mêmes.
Et même si on leur avait fourni un bouc, pourquoi pas là où il y a des combats, mais là où il n'y a absolument aucun combat. Donc il y a d'autres choses qui ne marchent pas dans cette affaire. Sur ce point précis, je pense qu'on ne peut pas comparer l'affaire Skripal et l'affaire du MH17, parce que autant les services secrets travaillent un peu n'importe comment à cause de l'impunité, à cause des conflits entre le GRU et le FSB, autant ce qui était déjà le cas en URSS, en Russie, rien ne marche correctement, sauf l'armée. Or, le MH17, les boucs, etc., ce ne sont pas des agents secrets, c'est l'armée russe qui, elle, est disciplinée et efficace, comme on l'a vu en Syrie. You need translation or you Ok, bon, ça a été dit en français au moins. Tout le monde a entendu, j'espère. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Moi, je voulais savoir pourquoi vous faites remonter seulement au communisme, ce que vous décriviez sur la mentalité des hautes sphères de l'État, parce que moi j'ai l'impression que ça existe depuis le début de la Moscovie en fait. Non mais depuis il y a 4 et après sans discontinuité finalement. Did you understand? Why do you speak about Soviet mentality? In fact, it's a traditional Russian mentality from the very start. Yes. Yeah, it is, but I believe it is of course, but the communist period, the mass killing under Stalin, and the effect of the Soviet period. Of course, the reason that the Bolsheviks were able to triumph in Russia was because of a pre-existing psychological tendency to value terror and to ignore the rights of the individual. But I think that that the communist period also played an important part. It's very hard for us to say, where it began, where it ended, But definitely, this idea that the destruction of any kind of Christian conception of the individual, which still somehow existed in Tsarist Russia, and this had this and the mass complicity in the crimes, the fact that so many people took part in the crimes, all of this had an effect. And it's an effect that is felt everywhere in the former Soviet Union, to some degree. Oui, bien sûr, il y a des prémices, on peut dire, aussi en Russie tsariste, mais quand même, cette période soviétique avec la conscience double, avec l'impossibilité parfois de distinguer entre un mensonge et la vérité, tout ça, cette habitude au meurtre de masse, etc., ça crée quand même une sorte de souplesse incroyable, une souplesse morale incroyable, et donc je pense que la période soviétique est quand même très lourdement responsable de l'état des choses. Aussi l'argument de la déchristianisation. La Russie tsariste, c'était pas un pays sauvage, c'était un pays évidemment il y a Ivan le Terrible, mais il y a aussi Catherine II qui est un despote éclairé. Et en tout cas c'était un pays très religieux, et les soviétiques ont détruit l'église. Ce pays n'est pas du tout religieux. Il se croit religieux peut-être, mais, non, mais à l'époque ça n'a rien à voir avec le christianisme, ce qu'ils font là-bas, toujours fait. Je ne sais pas qui a inventé cette légende de la Sainte Russie, qui a toujours c'était toujours un concept planétaire, mais sous les bolcheviks, la seule chose qu'ils ont acquis, c'est l'arme atomique. Et c'est pour ça peut-être que l'Occident ne peut rien faire avec. C'est votre opinion, mais je ne suis pas la mienne. Je peux te dire. Et moi aussi.
Oui, Vous monsieur. voulez dire qu'avant les bolcheviks, ils étaient différents? Oui. Ah bon? Mais il y a une différence de nature. Entre un État autoritaire et un État totalitaire, il y a une différence de nature. Si on prend les cohortes qui sont passées au goulag, il y a 25% de certaines cohortes d'âge qui sont passées au goulag. C'est pas le genre de chiffre qu'on avait à la période impériale. Mais là, dans ce cas, c'est pas un effet de nature, c'est un effet d'échelle, comme vous venez de dire. C'est l'échelle qui change, mais pas la nature des choses. C'est une forme de nature. Il faut faire une conférence. Juste une seconde, il y a un monsieur avant, oui, monsieur. À la suite du crash de l'avion, le gouvernement russe a commis plusieurs rapports incriminant les autorités ukrainiennes. Il y a eu différentes versions, avec des copies d'écran de jeux vidéo, choses comme ça. Est-ce que vous savez où on pourrait les trouver, toutes ces versions, de toutes les différentes versions, c'est une simple version Did you understand? And then, He says that after the crash, there was different versions, Yeah. Russian versions, yeah. with even, they Using found some fake schemes pictures. with Video taken games. from video games and so on. Where can one find all these versions? There are 60 now versions, 60 versions, 60. Each of them contradicts the other, because they are just they do not respect the intelligence of the outside world. They feel they can say anything, and they do, and they feel that no one will be interested to challenge them. Vous savez, aujourd'hui, il y a une soixantaine de versions qui sont toutes contradictoires les unes par rapport aux autres. Et en fait, ils étaient simplement intéressés, si on peut dire, noyer le poisson, parce qu'ils n'appréciaient pas assez l'intelligence des autres pour penser que vraiment on va découvrir la vérité. Donc c'était les versions destinées à brouiller les esprits. Où est-ce qu'on peut les trouver? Il y en a plein Internet. Sur le site d'Euromaidan Press, il y a eu de Euromaidan Press, Oui. qui est en anglais, il y a eu de nombreux articles à l'époque où il y avait ces documents à l'appui des preuves, des fausses preuves russes. À l'époque, moi j'en avais dénombré qu'une vingtaine, donc peut-être que ce n'est pas exhaustif, mais au moins certaines d'entre elles sont aisément disponibles. Et sur, disons, la méthodologie, si je puis dire, de la propagande russe, le livre de David, The Lesser You Know, The Better You Sleep, est en grande partie consacré à ça. Et je me permets de signaler en français un article que j'ai fait là-dessus qui s'appuie largement sur le livre de David, qui s'appelle La force du baratin, qui est paru dans l'Esprit au mois de décembre, et dont le point principal est ce que font les Russes, c'est pas du mensonge au sens strict du mot, c'est au-delà du mensonge, c'est un discours qui vise à détruire la différence à désorienter les gens et à détruire la différence entre le vrai et le faux, alors que les mensonges à l'ancienne, c'est fait pour vous faire croire quelque chose qui n'est pas. This is really true. This is absolutely. They can just. They will say anything, no matter, and they don't care that it's ridiculous. In fact, it's even better if it's ridiculous. C'est mieux en fait, parce que le plus absurde, c'est le plus convaincant. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une seule version, position officielle de... Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Ok, Jacques, vous avez une question? Thank you. Just following what has recently been said Yeah. about the 60 different and contradicting versions.
What is the attitude of the official Russian media? They have probably some difficulties in choosing what is the most, between brackets, convincing story or more the most absurd story. Voilà, donc la question est, il y a en effet ces dizaines de versions différentes. Est-ce qu'il y a une version qui est vraiment préférée par les médias officiels russes? I don't know exactly, because it changes all the time, and the only thing I noticed is that when there is an official version, the Russian media reports this version. Then there's a new version, they report the new version. And then there's a third version, they report the third version. And nothing about the difference between the fact that the first version is completely different from the third version. No one is writing about it, they just report it. So, you know, Il n'y a pas vraiment de version préférée des médias russes. Ils répercutent. Il y a une nouvelle version. Il raconte cette version-là. Ensuite, il y a une autre version. Il raconte cette version-là. Et donc, à chaque fois, ça peut être complètement contraire. Je me souviens, il y avait d'ailleurs, j'ajoute de ma part, des versions totalement démentes, comme quoi tous ces passagers étaient déjà morts quand l'avion a explosé. Donc, on peut pas prendre, voilà, on peut pas prendre ça complètement au sérieux. Voilà, et comme dit Nadia, la version principale, c'est pas nous. D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'un jour cette affaire va être résolue? Est-ce que le coupable va être fini? Est-ce qu'un jour ce sera résolu, les coupables seront Ça s'appelle les innocents coupables. So that they will be punished. Yes. No, ce sont les innocents coupables. So if there is a judgment, against Russia in the Court of Human Rights, well, first of all, the official investigation by the Joint Investigative Task Force is looking for guilty individuals. But without the cooperation of the Russian authorities, they've been looking now for 5 years, and I don't know how long it's going to last. The case that has been posed in the European Court of Human Rights could result in billions of dollars being in moral damages being assessed to the Russian government. And it's possible that a process could begin for seizing Russian property abroad, including Russian shipments in ports, according to the law of the sea. But as we see, it's a very slow process, and we just don't know when if ever. But the people, the relatives are not so much interested in the money, in being paid, but they want some moral satisfaction. Il y a des choses très différentes. D'une part, donc il y a cette enquête internationale qui veut établir concrètement qui a participé, qui a tiré, qui a transporté, etc., etc. Mais c'est très difficile, je crois qu'on connaît le nom du commandant de cette unité, 53, mais est-ce qu'il était lui-même là-bas ou pas, on ne sait pas, et sans la coopération de la Russie, c'est impossible à établir. Maintenant, ce procès qui pourrait avoir lieu tôt ou tard à la Cour internationale des droits de l'homme, ça peut résulter en littéralement milliards de dollars en dommages et intérêts. Et dans ce cas, il peut y avoir des saisies des propriétés russes à l'étranger
y compris même des bâtiments navals. Selon la loi internationale, c'est possible aussi. Mais à vrai dire, donc ça, il y a plusieurs procédures différentes. Et à vrai dire, les proches des victimes ne sont pas extrêmement désireux d'avoir l'argent parce que l'argent ne va pas leur rendre leurs proches. Ce qu'ils veulent, c'est une sorte de décision qui reconnaîtrait les faits et nommerait les coupables. Oui. Si ma mémoire est bonne, il y a quelque temps, vous deviez avoir une conférence à la Sorbonne qui a été annulée sous la pression des Russes. Vous étiez là dans le Sorbonne? Non, j'en ai entendu parler. Il devait y avoir une conférence, mais je ne crois pas que c'était la Sorbonne, c'était Sciences Po. C'est Sciences Po qui était annulé. Pourquoi ils ont... Ah, pourquoi? Je t'ai invité pour présenter le livre Mensch's Nash Kirch's Fish. À la dernière minute, il était annulé sans aucune explication. Et vraiment parce qu'ils étaient peur de la réaction des Russes. Et ça était confirmé par leur communication interne. It was really something incredible because, to tell you the truth, there was no warning and no explanation and no apology. And then when the newspapers began to write about it, they gave a false explanation. And it was only when someone at Sciences Po provided the internal memoranda that it was clear that they did not want to risk their exchange program with Russia. So Russia is now dictating what can be discussed in French universities, including some of the best French universities. So Sciences Po is a very serious university. Donc je résume, la conférence de David a été prévue à Sciences Po, ça a été annulé sans la moindre explication, sans excuse, etc. Et ensuite on a appris, quelqu'un a pu intercepter donc une correspondance interne et c'était clair que cette annulation, où il devait présenter donc ce livre, mais en anglais, que cette annulation a été faite parce que Sciences Po en fait a un programme d'échange avec la Russie, même plus que ça, c'est en fait des doubles diplômes entre Sciences Po et MGIMO, donc l'Institut des relations diplomatiques à Moscou, et apparemment ils ont décidé que c'était un sujet trop chaud pour risquer les bonnes relations avec les Russes, donc ce qui veut dire qu'en définitive, on peut dire que c'est Moscou qui dicte qu'est-ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire dans une très bonne université française comme Sciences Po, qui est vraiment parmi les meilleures. Have they also invaded Oxford, Cambridge and Harvard? No. Never. Why not? I hope that I don't think that American or British universities would schedule a speech and then cancel it for political reasons. They might not schedule it. But I'll tell you a story. I was looking for a visa. I was expelled from Russia, and I was anxious to get a visa to live in London and to live in
the United Kingdom. And I told, I agreed with the head of the Russian program at King's College London, that he would sponsor me for a visa, that he would support my application for a visa so I could live in England. And then he said, but of course, you know, the problem, you know, we have some Russian donors, but I didn't think anything of it, but he never called me back. I called him many times, and he just avoided all my calls, even though I had given him all the necessary documents. And finally, at the last minute, I got a visa through another organization. But he, as the head of the Russian program at King's College London, was afraid to sponsor me for a visa for fear. So it's not that France is the only place that, but of course, you know, at Sciences Po, this was just, you know, it was extreme situation. Oui, bien sûr, Sciences Po, c'était une situation un peu extrême, mais je dois vous dire que quand on m'a expulsé de Russie, j'ai demandé à un professeur qui a un programme russe à King's College à Londres, qu'il me fasse une invitation pour que je puisse avoir un visa et vivre en Grande-Bretagne. Et il m'a dit, oui, je vais le faire, mais on a quand même quelques donateurs russes. Et ensuite, je lui ai donné tous les documents qui étaient nécessaires, mais il n'a jamais rien fait et je n'ai pas pu le rappeler, c'est-à-dire j'ai rappelé à plusieurs reprises, mais c'était toujours son secrétaire ou je ne sais pas quoi, et il ne m'a jamais rappelé. Donc, en fin de compte, j'ai pu avoir le visa grâce à quelqu'un d'autre, mais pas donc, les pressions ou l'autocensure existent non seulement en France. Et dont l'activité principale pour l'instant est de traduire des articles, des rapports d'intellectuels et d'experts ukrainiens en français. Et donc j'ai besoin, parce que qui seront publiés dans des revues ou dans des think tanks français, et l'affaire monte en puissance, et donc nous aurons besoin de beaucoup de bons traducteurs de l'ukrainien vers le français pour des textes de type académique, politique ou journalistique. Et aussi, je suis preneur, puisque je suis en train d'apprendre l'ukrainien, mais je suis encore très débutant. Là, je m'adresse à tous les Ukrainiens qui lisent la presse ukrainienne ou les revues ukrainiennes. N'hésitez pas à nous faire connaître des articles qui vous paraissent intéressants ou bien écrits sur toutes sortes de sujets. Ça va de la guerre à la culture, en passant par les réformes, la décentralisation, la réforme de la police, etc. Voilà. Tout le monde me connaît, donc c'est facile de me joindre. Et vraiment, je vous en supplie, traducteurs, tout le monde parle russe. Mais, pas tout le monde, faut pas exagérer. C'est assez facile de faire traduire un texte du russe vers le français, sans passer par le sponsoring soviétique. En revanche, pour l'ukrainien, il y a moins de monde, donc les gens sont assez occupés. Et je précise que ces travaux sont rémunérés. Oh. Bravo. Merci. Et maintenant, donc, je voudrais aussi dire pour conclure que 2 livres de David ont été traduits vers l'ukrainien. Un qu'il a mentionné à quelques reprises, donc Меньше знаешь, краще спишь, moins tu en sais et mieux tu dors. Et un autre et plus général, Doba Безумства, donc époque de folie,
l'éclatement et fin de l'Union soviétique. Il les a fait venir spécialement de l'Ukraine pour cette soirée. Donc, si vous êtes intéressé de les acheter et de lui faire qu'il vous dédicace ses ouvrages pour ceux qui lisent l'ukrainien, l'occasion est là. Et donc Nadia va les vendre. Et ensuite, vous revenez ici pour signer, voilà, si vous voulez.